Voilà, donc là c'est parti. Donc bonjour à tous. Moi je suis, pour celles et ceux qui me connaissent pas, je suis Tugdual Lelay, je suis élu local à Guingamp, dans les Côtes-d'Armor, en pleine ruralité, une ville de 7000 habitants. J'ai eu, on va dire, un tropisme et un intérêt, et en fait, j'ai toujours travaillé peu ou prou auprès de la question européenne, sauf depuis que je suis directeur de cabinet en collectivité territoriale, où là c'est un peu plus éloigné, mais quoique, en fait, parce que c'est Anne-Flore qui le disait tout à l'heure, ce qu'il y a aussi d'intéressant dans les affaires européennes, c'est que ça touche à un certain nombre de sujets, et que, y compris même en collectivité locale, quand on essaye de monter des projets, quand on essaye de développer des politiques locales, on se rend assez vite compte d'abord, on comprend ou on comprend pas les affaires européennes, c'est une chose, mais c'est surtout on en a besoin. Et c'est important de voir comment ça fonctionne pour des fois aussi savoir intervenir au bon endroit. Ça évite des fois des déconvenus. Moi, je me rappelle au Parlement européen, par exemple, des gens qui étaient venus nous rencontrer en nous disant, mais vous vous rendez compte, moi, de toute façon, j'ai rencontré la ministre, elle m'a dit qu'elle était d'accord avec moi, donc ça peut pas se faire comme ça, etc., etc. Ce à quoi on lui a répondu, mais oui, mais c'est une compétence communautaire, en fait. Et donc, la ministre, elle peut dire ce qu'elle veut, elle n'est qu'une voix parmi les 27. Et concrètement, à ce jour, eh ben, elle n'a pas la majorité. Donc, en fait, ça se passe pas comme ça. Voilà, un exemple concret du fait de se dire que des fois, l'Europe, ça englobe tellement énormément de choses on peut avoir l'impression que de s'y noyer, mais en même temps, en vrai, quand on prend le temps de s'expliquer les choses, et c'est un petit peu aussi le but de la formation, je remercie Anne-Flore et je remercie Génération de cette invitation. Quand on se prend le temps de s'expliquer les choses, en tout cas, moi, je vais essayer de vous montrer que c'est pas si compliqué que ça, et vous dire que voilà, c'est largement non seulement à la portée de tout le monde, mais ça permet aussi de comprendre des fois tout un tas de dynamiques qu'on voit et dont on entend parler. Voilà, je vous propose qu'on commence. Je vais partager l'écran. Vous allez me dire si vous voyez tout ou pas. Est-ce que c'est bon pour vous? Pour moi, normalement, c'est bon, mais ouais, c'est bon. Ok. Alors, tac. Hmm. Bon, quelques mots. Je vous dis ça, je vous fais mon CV là. C'est pas du tout pour me la péter. C'est plus pour voir si vous avez des questions par rapport à une réalité ou une autre, par rapport à des sujets ou des autres. Par exemple, là, je suis élu en communauté d'agglo aussi. J'ai travaillé à la Confédération européenne des petites villes. Ça peut des fois aussi vous pousser à des questions ou à des interrogations sur certaines choses, et vous dire aussi que je suis à votre disposition, évidemment, pour répondre, soit parce que j'ai une expérience qui fait que vous avez des questions, ou bien soit parce qu'il y a des sujets qui vous font vous poser la question, et que peut-être je peux y apporter des éléments de précision. Voilà, donc vous dire que je suis élu donc dans une ville locale, et que, bon, en gros, j'ai fait deux, trois trucs en lien avec l'Europe, et que c'est un sujet, y compris sur des initiatives citoyennes européennes. Vous dire que c'est un sujet qui non seulement me passionne, mais qui, je pense, est assez intéressant à comprendre, d'autant plus dans le contexte, évidemment, tout le monde le sait, des élections européennes qui arrivent. Alors, quelques propos introductifs un peu basiques. En fait, je me suis posé la question de me dire comment est-ce que j'allais vous parler en fait, de la base la plus absolue. Et en même temps, je n'avais pas non plus envie de faire un truc chiant, si vous me passez cette expression. Donc, je me suis dit que j'allais le faire de manière un peu différente et un peu plus politique aussi, parce que je pense que c'est bien d'avoir les quelques éléments clés que vous pouvez trouver d'ailleurs un peu partout, mais c'est aussi bien de les comprendre et de les avoir avec peut-être un point de vue plus politique. Euh, et donc, je vais commencer comme ça en vous parlant des différents élargissements de l'Union européenne. Alors, vous le voyez sur le graphe de droite. Sur le graphe de droite, vous voyez bien, donc il y a plusieurs dates. Voilà, je me suis dit, on va pas faire la liste. La liste, vous l'avez là sur ce dessin, tout est résumé là. En gros, c'était au départ l'Europe des six, et puis au fur et à mesure, il y en a eu deux, il y en a eu trois, il y en a eu quatre, cinq, six, etc., etc., jusqu'à être 28, puis 27 avec le départ de l'Union européenne, mais le départ du Royaume-Uni, pardon. Mais là où je pense que ça peut peut-être être intéressant de s'arrêter un petit peu, c'est sur la première Europe, j'ai envie de dire, l'Europe des six en 1957. Pourquoi?
Bon, d'abord parce que c'est une initiative politique inédite. Je crois que ça, il faut bien en avoir conscience, je crois, quand on parle des affaires européennes, c'est une construction politique inédite, j'ai presque envie de vous dire, à l'échelle du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu quelque chose de semblable. Vous pouvez, il y a toujours eu, il y a eu des constructions politiques, il y a eu des empires, il y a eu, enfin bon, bref, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais il y a eu des choses qui peuvent s'y rapporter par bien des aspects, mais quelque chose comme ça n'a jamais existé, et ça n'existe toujours pas d'ailleurs. C'est-à-dire il y a aussi d'autres continents qui se sont inspirés de l'expérience européenne pour essayer de faire eux aussi leur propre union et qui forcément fonctionne aussi assez différemment de ce qu'on connaît nous au niveau européen. Donc déjà quand même insister sur un truc que vous entendrez peut-être beaucoup par là pendant les européennes, c'est vous dire que c'est ce qu'on appelle, c'est une construction européenne, c'est sui generis, c'est-à-dire que c'est créé de rien et c'est quelque chose en fait qui, j'ai envie de vous dire, c'est une construction institutionnelle et politique qui avance en marchant. Ce qui est très très important quand on s'intéresse aux affaires européennes parce que en fait, ça explique beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'Union européenne, encore aujourd'hui, et peut-être même plus encore aujourd'hui qu'avant, elle avance à tâtons, elle tatillonne, elle avance à tâtons, elle progresse au fur et à mesure. Des fois, elle recule aussi, elle régresse, il y a des blocages. Mais il faut bien comprendre que, on part de quelque chose qui n'existe pas du tout, qui n'a jamais existé et qui est vraiment une construction unique. Donc ça permet aussi de mettre en perspective un petit peu les difficultés qu'on peut avoir dans le système politique et institutionnel européen, en se disant que c'est quand même une expérience politique quelque part, avec une construction et une volonté politique de travailler ensemble et d'unir des États membres. Ça aurait pu être de vouloir les fédérer, ça n'est pas le cas non plus. Là, c'est d'unir différents États membres et en plus de ça, le petit contexte historique, et je passe tout de suite au point 5 parce que c'est pas, quand je vous mets un 2 3 4 5 là, c'est pas par ordre d'importance, c'est qu'il en a cinq, selon moi, au moins cinq points structurants différents. Le deuxième point structurant qui est quand même différent, c'est aussi de dire, et c'est très important même encore aujourd'hui, c'est de bien comprendre que l'Union européenne est née dans un contexte particulier. Et ce contexte particulier, ça n'échappera à personne, c'est le contexte de la Seconde Guerre mondiale et de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui elle-même, petite la palissade, mais qui elle-même est à la suite de la Première quand même guerre mondiale. Et que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il faut quand même rappeler l'état de l'économie européenne. L'Europe est détruite, pour être limpide. Non seulement elle est détruite, mais elle est ravagée, y compris socialement, y compris humainement, un peu partout hein, en Europe. En Bretagne, par exemple, ça se voit particulièrement, hein, et ça a d'ailleurs eu des impacts culturels, économiques, politiques. C'est pas le but de la formation d'aujourd'hui, mais c'est quand même comprendre que, en gros, le continent européen sort extrêmement marqué de ce contexte. Et donc, naît quand même avec une idée qui, en fait, qui est stratosphérique à l'époque. Et je crois qu'il faut quand même aussi le rappeler, qui est de dire que non seulement il y a du plus jamais ça dans l'air, c'est-à-dire qu'on ne veut plus, ça y est, c'est terminé. C'est-à-dire après celle qu'on appelait la der des der, on a quand même eu une deuxième guerre mondiale. Et donc, voilà, là, on était vraiment dans l'idée de se dire comment on fait pour que réellement ça n'arrive plus. Euh, et donc, on est parti quand même sur une idée, c'est pour ça que l'Europe des six est assez importante, c'est de faire une union entre les deux belligérants principaux. Euh, et donc, de se dire que il fallait essayer de réussir à faire en sorte que ces deux-là se parlent. Euh, et en même temps, que ces deux-là se parlent, c'est une chose, mais il ne fallait pas qu'ils soient seuls à se parler. Et il y a tout un tas d'États, notamment le fameux Benelux, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, qui se sont dit, bah ouais, autant qu'on parle tous ensemble, en fait. Sauf que, ils se sont aussi très très vite rendus compte qu'il y avait un rapport de force politique qui allait s'installer très très vite, puisque évidemment, vous comprendrez bien que la France et l'Allemagne, quand on parle du couple franco-allemand et du moteur de la construction européenne, évidemment, c'était le cas en 1957, mais les trois petits pays, si vous me passez cette expression, ils ne sont petits que parce que géographiquement et en termes de kilomètres carrés, ils le sont, en tout cas des plus petits pays, avec donc des économies qui étaient peut-être aussi un peu plus, euh, un peu moins lourdes économiquement, font aussi appel à l'Italie.
pour rééquilibrer un petit peu les choses et faire en sorte qu'effectivement la France et l'Allemagne ne soient pas seules et que l'Italie, qui est aussi qui a aussi pris très très cher dans ce contexte de post-Seconde Guerre mondiale, affirme elle aussi la volonté politique de construire quelque chose en commun. Et donc, on se rend compte que, en plus de ce contexte de destruction dans lequel on se dit qu'il faut reconstruire les économies et il faut faire relever les économies. D'ailleurs, petit parallèle, mais enfin petite parenthèse, mais on y reviendra tout à l'heure. euh, Vous voyez bien, rien qu'avec ça, que l'économie est fondamentale pour comprendre la construction européenne, les dynamiques politiques au niveau européen. Tout tourne, au départ en tout cas, autour de deux choses, et j'insiste bien, autour de deux choses. D'abord, la volonté d'unir des économies, mais une fois qu'on a dit ça, la deuxième jambe, c'est aussi de dire qu'il faut un projet politique pour unir les économies. Donc, ça veut dire aussi une vision j'ai envie de dire libéral des choses dans tous les sens du terme, c'est-à-dire libéral au sens économique et social, c'est-à-dire qu'on a une majorité en gros à l'époque, dans cette époque-là, qui est plutôt sur une tendance euh, libérale, pas tout à fait conservatrice, un peu gaulliste sociale, si vous voulez. Donc on est sur une forme de majorité à l'époque voilà, qui est consciente de l'importance des marchés et de la nécessité de s'unir pour reconstruire des économies et in fine retrouver la prospérité. Euh, et puis dernier point, qui est quand même aussi très très important, c'est dès le départ, c'est-à-dire dès cette fameuse Europe des six, vous avez aussi des cultures économiques c'est pas qui s'affrontent, mais qui existent dans une sorte de rapport de force et d'équilibre géographique. Si l'Italie rentre, euh, c'est aussi parce que la France l'a vu d'un très bon œil, parce que économiquement, les pays, on va dire, dits du Nord, c'est-à-dire l'Allemagne, Pays-Bas, Belgique et de ce point de vue aussi le Luxembourg, ont cette vision de l'économie qui est très particulière, qui est en tout cas extrêmement différente de celle de la France et de l'Italie. Et il était important également de ce point de vue-là de construire, vous le voyez tout de suite, une sorte de rapport de force politique. Donc il y avait un rapport de force entre grands pays, il y avait un rapport de force sur les lignes politiques et il y avait un rapport de force sur les cultures économiques. Et donc ça fait que cette Europe des six, pourquoi je m'attarde un peu dessus? Parce que finalement, dès 1957, même si à l'époque, alors c'est facile de le dire, on est en 2023, c'est facile aussi de l'analyser a posteriori, mais c'est aussi tout l'intérêt de la chose, et de se dire que justement, dès 1957, on se rend compte que les grands équilibres politiques, géographiques, économiques, en fait, sont déjà là et sont finalement assez prégnants dès le départ, et finalement conditionnent largement si ce n'est d'ailleurs entièrement, en tout cas on va dire très largement, la construction économique telle qu'on l'a vue après par les divers élargissements. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y a l'arrivée de la Grande-Bretagne qui a toujours un peu froissé historiquement. Là encore, je ne vais pas vous embêter avec un cours d'histoire, mais vous dire aussi que quand même, c'est un peu pour ça que la Grande-Bretagne n'a jamais, ou le Royaume-Uni en tout cas, a toujours eu un petit peu de mal à trouver, on va dire, sa place particulière dans cette construction européenne. Les Britanniques ont toujours assumé très ouvertement et très explicitement que pour eux, c'était un accord économique de libre-échange en priorité, et puis que pour le reste, ma foi, c'était surtout de la souveraineté qu'ils souhaitaient, souveraineté nationale. Et ça explique aussi cette forme de relation très particulière qu'il y a eu entre, on va dire, le continent européen, et j'y inclus l'Irlande, mais le continent européen et, j'ai inclus l'Irlande pour d'autres raisons d'ailleurs, mais le continent européen et le Royaume-Uni. Il y a toujours eu cette relation-là parce que, je vous l'ai dit, il y a deux jambes. Il y avait une volonté politique, c'est une chose, et puis il y avait les intérêts économiques, c'en est une autre. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu, du point de vue de la volonté politique, une relation du Royaume-Uni avec le reste du bloc européen qui a toujours été différente. Je n'aimais, en disant ça, je n'aimais pas forcément de jugement, dans le sens où je dis pas que c'est mieux ou moins bien, je dis juste c'est différent. Et que de ce point de vue-là, ils n'ont pas forcément été toujours alignés avec les autres pays européens qui se sont agrégés au fur et à mesure de la construction européenne. Ça explique aussi, et on y viendra plus tard, l'importance notamment des politiques de cohésion mais j'y reviendrai plus tard. Mais le fait
que l'Union européenne consacre une énorme partie de son budget au rééquilibrage des régions, c'est-à-dire en fait à un soutien des régions dites les plus pauvres, finalement, c'est aussi l'idée de base de l'Europe des six dès 1957, c'est de faire une union politique et économique pour tirer tout le monde vers le haut. Et ça, c'est une idée qui n'a jamais quitté le projet européen. Alors après, politiquement, nous autres, sur la sphère, on va dire, la plus à gauche de l'échiquier politique le plus large, on pense que c'est important de veiller à l'équilibre social, etc. Et puis que l'intégration doit se faire la plus profonde possible ou la plus aboutie possible. Il y en a d'autres qui voient ça un peu différemment et qui, eux, donnent la priorité justement à l'élargissement des marchés, de sorte à ce que les politiques sociales suivent. Alors nous, on a un peu plus de mal avec ça, mais n'empêche que, au-delà de cette dichotomie politique et structurelle, il y a toujours cette idée de se dire, il y a une forme de solidarité politique à vouloir intégrer celles et ceux qui, entre guillemets, ont aussi besoin d'être aidés, de sorte à ce que tout le monde s'en sorte grandi. Voilà, c'est vraiment une idée de base qui a prévalu aux élargissements successifs, qui a permis les élargissements successifs, ou des fois pas permis aussi, ou des fois retardé les élargissements successifs, mais ça permet quand même, je crois, de se donner une grille de lecture politique, de compréhension de ces différentes entrées et des couches successives d'élargissement de l'Union européenne par étape. Voilà, à peu près là-dessus. N'hésitez pas, hein, encore une fois, si vous avez des questions ou s'il y a des points qui ne sont pas clairs dans ce que je dis. Euh, alors, pardon. Tac. Un petit focus. Pardon, je me disais bien qu'il y a raté un truc. Un petit focus sur les traités. Pourquoi je vous parle des traités? Je ne vais pas vous faire un cours d'institution non plus. Mais je veux aussi que vous compreniez une chose qui est assez essentielle dans l'histoire de la construction européenne. C'est d'abord que, je vous le disais, elle fonctionne sur deux jambes, cette Union européenne. Et pour comprendre son fonctionnement, c'est toujours important de faire une pause sur, j'ai envie de dire, les différents élargissements aussi, ou en tout cas les différentes strates institutionnelles. D'abord, ça commence par une déclaration politique. Cette déclaration politique, elle est fondamentale parce que, en fait, on part de rien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en gros, pour vous le dire de manière peut-être un peu triviale, c'est de vous dire que Schuman, il fait son fameux I have a dream. Le fameux I have a dream de Martin Luther King, en fait, au niveau européen, c'est un peu la déclaration Schuman, c'est-à-dire qu'il explique et il rend publique et donc concrète quelque part une idée qui était dans les cartons depuis quelques années, mais qui n'avait pas forcément eu de concrétisation directe. L'idée de Jean Monnet d'unifier les productions, en fait, on en revient là à la deuxième jambe, qui est donc la jambe économique, de se dire qu'il faut qu'il y ait des intérêts économiques vitaux qui soient liés entre les États pour qu'ils ne se fassent plus la guerre. Et donc, cette construction européenne, elle naît quand même à la base sur une déclaration politique qui, à l'époque, est marquante dans le paysage politique européen. Jamais un État, et encore plus un État vainqueur d'une guerre, propose à celui qui l'a battu de travailler ensemble, d'égal à égal, pour construire un projet politique commun, parce que, en plus, en se disant, on va le placer sous une haute autorité qui sera supranationale, c'est-à-dire au-dessus de nous-mêmes. C'est unique. Et c'est aussi là, je rebondis par rapport au commentaire précédent, qui est de dire que c'est une construction politique unique. On ne revient pas là-dessus. Mais donc, c'est bien l'idée de se dire, on va essayer de regarder quels sont nos intérêts vitaux. Et à l'époque, dans ces années-là, le but, c'est de reconstruire le continent européen, la France en particulier, mais évidemment également l'Allemagne en gros, et puis les autres. Mais je veux dire, quand même, il y a deux grosses économies majeures qui sont complètement à plat. Et donc, à l'époque, c'est le charbon et l'acier qui sont les deux, on va dire, les deux secteurs économiques les plus vitaux. C'est-à-dire que quand il faut tout reconstruire, pour celles et ceux qui connaissent bien les villes du Havre, par exemple, de Brest, j'en passe et des meilleurs, quand tu as des villes entières à reconstruire, eh ben, il faut de l'acier, il faut du charbon, il faut du ciment, et globalement, c'était vraiment l'essentiel du développement économique de l'époque. Donc, c'est ces deux secteurs qui sont choisis. C'est là que naît le fameux traité de l'Europe des six, qu'on appelle la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
et donc qui consacre, cette fois-ci de manière institutionnelle, l'importance des marchés et le mode de gestion supranational, c'est-à-dire que pour la première fois, on a donc un traité qui dit en gros que sur ses intérêts vitaux, la France n'est plus tout à fait souveraine. Et que sur ces intérêts vitaux, la France et l'Allemagne, les deux, ne sont non seulement plus souveraines, mais dépendent l'un de l'autre. Et non seulement dépendent l'un de l'autre, mais dépendent également d'un accord à plusieurs, avec, dès à l'époque, en fait, des histoires de minorités de blocage, des majorités, etc., entre les pays du Benelux, qui se retrouvent avec un poids politique absolument stratosphérique, puisqu'ils sont capables de bloquer des projets des projets des grandes économies. Donc, en fait, on a là, dès le départ, quelque chose qui est très important, qui est le mode de gestion supranational qui, là encore, évidemment, tâtonne, c'est une première, mais on commence aussi, là aussi, à voir les prémices de ce qu'on connaît aujourd'hui dans les négociations européennes entre différents États, avec, je vous dis, des négociations, des blocages, des politiques de la chaise vide, et j'en passe et des meilleurs. Et puis des personnalités politiques qui, quand même, à l'époque, sont extrêmement marquantes aussi pour la construction. Donc, j'ai évidemment parlé de Jean Monnet et de Schuman. On pourrait parler de nombre de chanceliers allemands aussi, également. Et puis, évidemment, côté français, le général de Gaulle, qui marque aussi quand même de son empreinte et de sa conception, et j'y reviendrai tout à l'heure, de sa conception, la construction européenne. Alors, ensuite, bon, on a en 1957, vous voyez, ça va assez vite, on y rajoute le nucléaire. Et puis, on se rend compte au fur et à mesure, et c'est là où je vais faire une petite pause aussi par rapport aux débats politiques qui me semblent fondamentaux au niveau européen. Donc, on rajoute le nucléaire parce qu'effectivement, on se rend compte qu'on a besoin de l'énergie, que le nucléaire, c'est la vision française pour le coup. Ça aussi, c'est un compromis avec les Allemands, mais en gros, ils arrivent à convaincre leurs partenaires européens que c'est autour du nucléaire qu'on arrivera aussi à construire le marché commun de demain. Mais indépendamment de ça, ce qui a aussi d'intéressant, dont il faut à mon avis se rendre compte, c'est qu'on a une conception, donc par exemple chez Schuman et chez les autres, ce sont ce qu'on appelle des néo-fonctionnalistes. Alors j'ai pas envie de vous emmerder avec ça et de rentrer trop dans les détails, quoique si vous souhaitez, je peux y répondre, mais c'est important. Dans la théorie de la construction institutionnelle. En gros, pour faire très très simple, il y a les tenants d'une théorie qui consiste à dire on va commencer par faire de l'intégration politique, c'est-à-dire à dépendre les uns des autres, par un ou deux sujets. Et puis, on va se rendre compte au fur et à mesure que non seulement j'ai un ou deux sujets, mais en fait, il faut que j'aille un peu plus loin si je veux vraiment que ça marche. Et au fur et à mesure, je vais comme ça continuer à intégrer des domaines. Et en fait, le traité de Rome, c'en est l'illustration la plus absolue. C'est-à-dire qu'une fois que je me suis dit en 1951, OK, en fait, je vais lier mes deux économies. Non, en fait, pardon, je retire. Quand je me suis dit en 1951, je vais lier mes deux intérêts vitaux que sont le charbon et l'acier, et non seulement ça, mais en plus, je vais me les faire gérer par une haute autorité supranationale. Et ben en fait, on se rend très vite compte, je vous passe là aussi les détails, mais on se rend très vite compte qu'il faut un marché commun. Parce que ça peut pas fonctionner, ça ne peut pas fonctionner si on ne se te fixe pas les mêmes règles, des règles de commerce, des règles, bref, sur les traités et sur les traités. Et donc, on se rend bien compte que du coup, en fait, il faut qu'on instaure des règles pour tout le monde, qui soient les mêmes, que tout le monde accepte. Parce que c'est pas le tout de se dire qu'on va lier nos économies, mais il faut qu'on se fixe aussi des lois, des règles, enfin bon, bref, une façon de faire. Et donc, au fur et à mesure, on progresse comme ça. Maastricht, en 1992, c'est encore un pas en avant par rapport à ça. On se rend bien compte à un moment donné que quand on fixe des règles, par exemple, c'est qui va les prendre, ces règles-là, à la fin? On se rend bien compte, par exemple, que le Parlement européen, et j'y reviendrai tout à l'heure, il faut lui renforcer ses compétences. On se rend bien compte aussi qu'une fois qu'on a créé un marché commun, c'est-à-dire qu'on échange de plus en plus de biens et de services, on aurait peut-être intérêt quand même à un moment donné à avoir une convergence fiscale et monétaire. Et qu'il faut peut-être qu'on se pose d'autres questions. Il faut peut-être qu'on aille un peu plus loin dans ce qu'on partage tous ensemble, dans notre manière de répondre. On se rend bien compte aussi, en 1992, par exemple, là encore, je ne vais pas vous faire un cours économique, mais il y a l'émergence il y a par exemple la Chine qui revient sur le devant de la scène, tranquillement, mais enfin quand même. Il y a les États-Unis, évidemment, qui sont un continent avec une puissance politique, économique force, et il faut bien que l'Europe soit capable d'y répondre. Donc, il va bien falloir aussi, par exemple, qu'on se pose quelques questions sur nos affaires étrangères et qu'on se pose quelques questions sur la défense des consommateurs européens par rapport à des marchés mondiaux qui ne répondent pas aux mêmes règles que celles que nous nous sommes fixées collectivement. Et donc, ça pousse, vous voyez bien la logique, ça pousse à toujours essayer de se dire, mais c'est quoi
on ne peut pas s'arrêter là, c'est pas possible si on veut que ça soit efficace. Et donc ça, c'est la fameuse théorie des néo-fonctionnalistes qui, comment dire, au fur et à mesure, défendent le fait qu'on commence tout doucement et on intègre, c'est le terme souvent employé, on intègre de plus en plus de politique. Et puis en même temps, on a en face de ces néo-fonctionnalistes, qu'on appelle, là encore c'est pareil, il y a des nuances, mais je vous propose qu'on reste sur l'essentiel aujourd'hui, sur les intergouvernementalistes, qui eux vous expliquent que cette construction tout à fait essentielle et nouvelle au niveau institutionnel et politique, elle est le fruit des volontés des États membres. Et que, évidemment, que si les États n'avaient pas décidé, si les chefs d'État n'avaient pas décidé, et si les intérêts nationaux n'étaient pas protégés et garantis, tout cela ne fonctionnerait pas. Et que vous pouvez toujours me dire, en gros, disent les intergouvernementalistes, vous pouvez toujours me dire qu'effectivement, on est toujours obligé d'aller un peu plus loin, d'accord, enfin, on ira un peu plus loin, oui, mais seulement si ça respecte les intérêts des États. Et que si le jour où ça ne les respecte pas, eh bien c'est non, ça sera bloqué. Et cette illustration-là, elle est aussi intéressante parce que c'est là qu'on voit l'histoire du blocage institutionnel, notamment à l'époque du traité de Lisbonne, du projet de constitution déjà en 2005, et puis du traité de Lisbonne pour en sortir, où là on voit très clairement cette affaire-là qui s'illustre concrètement dans les traités avec une personnalité juridique, une présidence du Conseil. Donc là, la présidence du Conseil, le Conseil, je vais y venir tout de suite, mais le Conseil, c'est quand même l'institution qui représente les États membres. Et là, on y donne un président, c'est-à-dire un visage, là où avant l'Union européenne n'en avait pas forcément, donc elle déjà n'était pas dotée de personnalité juridique, là c'est important, elle le devient. Mais en plus de ça, on lui donne des visages, et on lui donne des visages qui représentent quand même des politiques d'État. Nos représentants, le président du Conseil, je le disais, et puis quand même, au-delà bon, une clarification des compétences, ça c'est essentiel, mais je vous propose que je revienne dessus peut-être un peu plus tard. Le traité de Lisbonne permet aussi quand même de faire avancer l'Union européenne de ce point de vue-là, mais aussi, l'article, le fameux article 50 qui arrive en 2007, parce qu'avant 2007, puisque cette théorie des néo-fonctionnalistes était de dire de toute façon, quand on commence, on va être obligé d'aller de plus en plus loin, il n'y avait jamais eu, et d'ailleurs c'était une fierté à l'époque, il n'y avait jamais eu d'article concernant le retrait de l'Union européenne. On disait que quand on rentrait dans l'Union européenne, on y rentrait et on y resterait. Et donc, il n'y avait jamais eu, et c'était à dessein, c'était voulu, parce que je répète et je redis, il y avait bien une volonté politique de s'unir et de vraiment lier nos intérêts vitaux, eh ben, il refusait de prévoir les sorties des traités. Donc, c'était, contrairement à d'autres traités, évidemment, on a toujours les clauses en cas de dissolution, etc., etc. Là, il n'y en a pas. Et y compris, donc là, un des grands aboutissements pour les tenants de l'intergouvernementalisme, c'est le fait de dire qu'effectivement, pour la première fois, du coup, là, avec cet article 50, un État membre qui considère que ses intérêts vitaux ne sont pas respectés peut sortir. Ça a évidemment donné des idées au Brexit et en Grande-Bretagne, et ça explique aussi une partie de la discussion que nous avons eue à l'époque du Brexit et des débats qu'il y avait à l'époque, et y compris aussi des positions politiques à l'époque, notamment de Margaret Thatcher, qui disait I want my money back. I want my money back, c'était en gros sa vision, et c'est là aussi qu'on voit un petit peu c'est pas la difficulté, mais la différence d'interprétation de ce que c'était le projet européen. Elle considérait que quand elle mettait au pot, eh ben, elle voulait des investissements qui soient au moins équivalents à ce qu'elle avait misé. Autrement dit, qu'elle ne perde pas. Les autres étaient plutôt sur une dimension de dire non, mais en fait, on est aussi en train de construire un projet politique et que je ne peux pas n'avoir qu'une vision comptable de la politique européenne. Elle en avait une vision plus mercantile, économique, axée sur les marchés, et donc elle mesurait son investissement, en fait, pour être très clair. Et donc, ça a aussi ça explique un petit peu aussi des grands débats un peu structurants au niveau européen et qui s'illustrent donc par les différents traités. Alors, c'est pareil, là aussi, je me suis dit que j'allais me concentrer sur l'essentiel. On pourrait parler des traités de Nice et autres, mais en tout cas, voilà à peu près les grandes étapes vraiment marquantes. Et je voulais aussi vous donner un peu cette lecture, un peu peut-être un peu plus politique, qui permette de comprendre les différents traités et là où on en est aujourd'hui. Parce que finalement, aujourd'hui, quand vous prenez cette histoire des traités, eh ben, on se rend compte qu'en fait, on y est encore dans cette dichotomie entre, qui n'est d'ailleurs pas forcément un problème, mais qui sont deux logiques différentes qui existent encore aujourd'hui au niveau européen, que sont
la politique voulue par les États membres et en même temps cette vision toujours un peu néo-fonctionnaliste qui concerne à intégrer de plus en plus et donc par exemple à faire des politiques avec des compétences exclusives qui ne sont dorénavant que et uniquement et exclusivement de la compétence européenne. C'était l'exemple que je vous donnais tout à l'heure quand je vous dis oui mais le ministre il m'a dit que, oui mais le ministre il vous a dit que, mais en fait ce n'est plus sa compétence au ministre. Et qu'aujourd'hui par exemple le président de la commission environnement, le président de la commission pêche, le président de la commission transport, très, très honnêtement, il a plus de pouvoir politique aujourd'hui, et pourtant, Dieu sait qu'on ne le connaît pas forcément aussi bien au niveau européen, mais il a plus de pouvoir politiquement, il a plus de capacité d'influence qu'un président ou qu'un ministre, parce que c'est une compétence européenne. Voilà, pareil, hein, si il y a des questions, je ne crois pas en voir pour le moment. J'espère que je suis clair et j'espère que vous m'entendez, j'espère que je ne vous saoule pas. Mais en tout cas, voilà à peu près où on en est aujourd'hui. Alors, sur les institutions, je vais aller peut-être un petit peu plus vite, mais je voudrais que vous compreniez quelques éléments quand même un petit peu factuels et un petit peu essentiels. Il y a ce qu'on appelle le triangle institutionnel européen. Alors, comme son nom le dit, moi, je n'ai pas dessiné de triangle sur mes slides, j'aurais dû le faire peut-être. Imaginez un triangle équilatéral. Vous mettez la commission en haut et vous mettez des deux côtés des deux autres bases le Conseil européen et le Parlement européen. Alors, en quelques mots, comment ça fonctionne? En fait, c'est très simple. La Commission européenne, c'est un petit peu comme le gouvernement. C'est-à-dire que la Commission européenne, qui est en haut du triangle, donc, elle propose les lois. Elle a ce qu'on appelle l'initiative législative. C'est elle qui dit, oh, les gars, il faudra peut-être qu'on fasse une loi sur tel ou tel sujet, parce que c'est quand même dans l'intérêt de l'Union européenne que de travailler là-dessus. Elle a aussi, je le dis en passant, elle est ce qu'on appelle la gardienne des traités. C'est-à-dire c'est elle qui veille à ce qu'on respecte les règles. Alors, ce n'est pas un tribunal, mais c'est la puissance politique qui permet de dire, par exemple, ah ben non, la France, là, vous ne respectez pas la directive sur la qualité de l'eau, par exemple. Et donc, bah, les gars, moi, je vous emmène au tribunal parce que vous ne respectez pas, par exemple. Et elle a, en plus de ça, le pouvoir de contrôle. C'est-à-dire qu'elle peut dire, bah voilà, moi, je vais aller vérifier sur le terrain, moi, si vous respectez telle et telle chose, par exemple. Bon, bref, sur plein d'exemples possibles. Donc, la Commission européenne, elle est tout en haut parce qu'elle elle, elle représente l'intérêt général européen, elle a l'initiative législative et puis en même temps, elle contrôle les deux autres en disant, bah, moi, et elle contrôle les États et la politique européenne en disant, voilà à peu près comment je voudrais que ça avance, comment je voudrais que si, quel genre de loi je voudrais qu'on fasse, quel genre de projet politique je voudrais qu'on fasse avancer. Bon. Et puis, elle est aussi importante parce que du coup, par définition, elle a une couleur politique européenne. Et c'est là où ça se complique un petit peu, mais en même temps, vous allez comprendre ça très vite. La Commission européenne, c'est donc un gouvernement avec un chef de gouvernement, qui est donc la présidente de la Commission européenne, qui est un petit peu comme, si vous voulez, au niveau français, la première ministre. Et la première ministre, vous le savez, elle est nommée par le président de la République. Et bien, au niveau européen, c'est pareil. Chaque État membre nomme son ministre, si vous voulez. Ce qui fait qu'au niveau européen, on a pour le moment, alors ça doit changer très bientôt, mais pour le moment encore, on a autant de ministres que d'États membres. Et chaque État membre nomme son ministre. Sauf que vous comprenez que du coup, c'est là qu'on commence à faire un peu de politique et qu'on commence à se dire, mais oui, mais si donc j'ai un chef d'État qui est à tendance plutôt socialiste, je vais donc avoir des ministres à tendance plutôt socialiste. Oui, voilà, oui. Et donc c'est là qu'on voit aussi que la Commission européenne, c'est pas non plus, je veux dire, il y a des contre-pouvoirs. Vous voyez déjà qu'il y en a un déjà, c'est que la Commission européenne, chacun des ministres, par exemple, ne peut pas aussi facilement que ça aller dire que son chef d'État raconte n'importe quoi, parce que le mec, à un moment donné, on peut aussi lui dire, bon, écoute, c'est quand même moi qui t'ai nommé là, donc il y a une forme de pression au moins indirecte. Et puis en même temps, en plus de tout ça, on a la couleur politique générale de la Commission européenne qui dépend des élections européennes. Je m'explique. Donc non seulement, évidemment, j'ai une majorité, j'ai des États membres qui nomment leurs ministres, et donc
il y a une discussion entre les États pour dire mais de quelle nationalité déjà va être la première de nos ministres, c'est-à-dire la présidente de la Commission. Et non seulement de quelle nationalité, mais de quel bord. Bon, bah, la question du quel bord, elle est traitée au niveau des élections européennes. Si les conservateurs l'emportent, la Commission européenne devient, en tout cas le président de la Commission européenne, c'est une, c'est une, c'est une entente politique, c'est un accord politique. La présidente ou le président de la Commission européenne est de cette tendance politique-là. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer trop dans les détails là-dessus. Ça n'a pas toujours été le cas, sachez-le. Avant, le Parlement européen, tout le monde s'en foutait, pour être très clair. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. Mais en tout cas, aujourd'hui, maintenant, s'il faut vous expliquer le triangle institutionnel, vous comprenez quand même du coup que la Commission européenne, elle est d'une part un peu tenue par les États membres et elle est d'autre part également un peu sous influence du Parlement européen. Bon. Et en même temps, elle est au-dessus des deux autres, elle a l'initiative législative et elle contrôle, et en plus, elle est la gardienne des traités. Voilà. Mais elle est nommée. Et donc, une partie de sa légitimité politique à prendre les décisions vient aussi de là. Donc, elle tient en gros la légitimité politique de son action au rôle que lui donnent les traités. C'est très, très important ça. Et les deux autres bases du triangle, que ce soit les chefs d'État d'une part ou le Parlement européen d'autre part, eux, ils sont élus. Donc là, vous comprenez bien que la légitimité politique n'est absolument pas la même. Parce que von der Leyen, pour être très trivial et un peu grossier, personne ne la connaît. Et elle ne tient pas sa légitimité politique au fait que ça soit une bosse politique, elle tient sa légitimité politique au fait que les États membres les choisissent. En revanche, elle est la patronne et elle est la première de la Commission européenne, et donc elle a un sacré pouvoir. Et là, elle tient sa légitimité politique. Les autres, c'est tout à fait différent. On a donc d'un côté le Conseil européen. Ça, si vous voulez, pour parler là aussi de manière un peu simpliste et peut-être un peu triviale, en gros, c'est un peu le Sénat. Le Sénat, c'est-à-dire, il représente les territoires, euh, il représente les territoires, je ne peux pas être plus clair que ça, donc les États membres qui composent l'Union européenne. Il a en outre un énorme pouvoir, alors ça va peut-être vous faire rigoler, mais c'est lui qui fixe l'agenda politique. C'est-à-dire, et il est donc co-législateur. Je vous expliquerai ça après. En tout cas, il fixe l'agenda politique. C'est-à-dire que lui, il a le pouvoir de dire, bah moi, en gros, je voudrais que, par exemple, la migration devienne le prochain grand sujet. Le prochain grand sujet. Pourquoi est-ce que c'est lui qui fixe l'agenda politique? Parce qu'on en revient à la base de comment sont nominés les uns et les autres. C'est-à-dire que c'est eux qui ont nominé la Commission européenne, donc c'est eux qui décident de quoi on va parler. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, bah, tu ne seras pas ministre. Voilà, c'est tout, point. Et donc, en fait, tout ça s'est institutionnalisé à la fin. Ça s'est institutionnalisé à tel point que maintenant, de toute façon, c'est clair, c'est les États membres qui décident, en gros, de quoi est-ce qu'on parle au niveau européen. Voilà. Et donc, ça donne un énorme poids politique aux États membres. Et là, vous comprenez encore cette dynamique que je vous ai un petit peu expliquée tout à l'heure entre le jeu des néo-fonctionnalistes et des intergouvernementalistes qui insistent sur le rôle des États membres. Et donc là, évidemment, si c'est les États qui choisissent de quoi on parle, ça ne peut pas aller contre leurs intérêts. Voilà. Forcément dans l'intérêt des États. Et donc, j'en reviens, en France, vous avez ce qu'on appelle la navette. J'ai le gouvernement, d'abord j'ai l'Assemblée nationale, elle a le pouvoir d'initiative législative. Au niveau européen, elle ne l'a pas. Mais, donc imaginez le système français. Le système français, j'ai en gros le gouvernement qui propose les lois. Ensuite, ça va d'abord à l'Assemblée nationale et ça fait ce qu'on appelle la navette au Sénat. Au niveau européen, c'est la petite différence qu'il y a, mais vous avouerez qu'elle n'est pas très compliquée, c'est qu'en fait, le texte, il part simultanément dans les deux chambres. Le texte part simultanément au Conseil européen, c'est-à-dire chez les chefs d'État et de gouvernement, et en même temps au Parlement européen. Les deux, en gros, bossent leur texte, et à la fin, on essaye de refaire un seul texte avec les deux textes. Vous vous rendez bien compte du coup que contrairement par exemple à ce qu'on peut avoir au niveau français où en fait on se rend bien compte à la fin en France que l'Assemblée nationale a un poids institutionnel qui est supérieur, quoique tout ça, ça pourrait se débattre, mais on ne va pas faire un cours institutionnel français. Toujours est-il que dans le mécanisme de base, l'Assemblée nationale a un peu plus de pouvoir. Vous vous rendez compte qu'au niveau européen, ce n'est pas du tout le cas. Et que quand j'ai mes deux chambres qui discutent du même texte en même temps, eh ben, il faut que j'influence sur les deux. Et en plus, non seulement ça, mais une fois que j'ai fait mon travail d'influence sur les deux, il faut aussi que je sois capable d'être encore au courant de ce qui va se dire quand les deux vont s'enfermer dans une pièce pour essayer de dire ça va être quoi le texte final. Bref, on en reparlera peut-être à un autre moment du cours.
Toujours est-il que voilà comment fonctionne le triangle institutionnel. Vous devez donc retenir ça, c'est de dire, un, j'ai une commission européenne qui en gros décide de la loi, qui veille à son application et qui est gardienne de l'intérêt général européen. Ça, c'est la première chose. J'ai un Conseil européen, attention à ne pas confondre avec le Conseil de l'Union, je vais y venir. J'ai un Conseil européen qui représente les États membres et les chefs d'État et de gouvernement. Et puis, j'ai de l'autre côté le Parlement européen qui, lui, est élu au suffrage universel direct et donc représente le peuple européen. C'est un petit peu comme à l'Assemblée nationale. Quand je suis élu à l'Assemblée nationale, certes, je suis issu d'une circonscription, mais je suis représentant du peuple français. Et je suis tout aussi légitime quand je suis député de Guingamp à aller dans le sud de la France pour dire ce que j'ai à dire, parce que je suis élu de la nation. Au niveau européen, c'est exactement la même chose. Je suis élu européen, je parle au nom des 500 millions ou des 470 maintenant, ou 460 et des brouettes, millions d'individus. Ma légitimité politique, à moi, elle est là. Et que je représente le peuple européen. Vous rendez compte aussi que du coup, on a un jeu politique sur la légitimité des décisions, des lois, de qui défend quelle position, qui est phénoménal, fondamental dans la construction politique européenne. Parce que chacun est issu d'une légitimité différente et donc défend sa position différente et a, chacun à son niveau, les moyens institutionnels de se défendre et de défendre ses intérêts. Et donc, bon, là, je vous ai mis quelques chiffres. Juste un petit truc avant de faire peut-être un petit focus plus important sur le Parlement européen, parce qu'il y a les européennes qui arrivent, et puis ça pourrait peut-être être intéressant de parler du Parlement quand même. Petite chose, vous entendez souvent Conseil européen, Conseil de l'Union européenne. Ne vous prenez pas la tête avec ça, c'est pas compliqué. Le Conseil européen, c'est les big boss, c'est les chefs d'État et de gouvernement. En gros, c'est Macron et ses copains qui, eux, prennent les décisions. C'est eux qui décident, c'est eux les chefs, c'est facile. Voilà. Il se trouve que Macron, vous comprendrez bien assez facilement, il ne peut pas traiter de tous les sujets. Et ce n'est pas Macron le spécialiste sur les quotas de pêche. Les quotas de pêche en Atlantique Nord-Est, on appelle ça. Atlantique Nord-Est, c'est les eaux en Bretagne. Bon, c'est pas lui, quoi. C'est pas son domaine de prédilection, on va dire. Et donc, il y a ce qu'on appelle le Conseil de l'Union européenne. Ça, c'est pour dire quoi? Bah, c'est pour dire qu'en fait, il faut peut-être aussi des discussions à un niveau -1, qui est le niveau des ministres. Donc, qui représentent c'est la même chose, qui représentent leurs États et les intérêts de leurs États. Mais là, c'est des discussions entre ministres en charge. Donc, par exemple, quand la Commission européenne dit, bon, les gars, on va peut-être discuter sur un texte sur la pêche, là, parce qu'on a besoin de faire des trucs, bah, en fait, on commence par dire au ministre de la Pêche, chacun envoie son ministre de la Pêche. Alors, évidemment, en Autriche, il n'y a pas de ministre de la Pêche, mais c'est souvent le ministre de l'Agriculture. Bref. Et donc, chacun envoie son ministre, ils discutent. Soit ils sont capables de se mettre d'accord, et auquel cas, en gros, on ne ramène pas le sujet au Conseil européen, ou alors on demande au Conseil européen de valider un accord. Donc, voilà. Ou alors on dit, non, mais attends, là, il y a un vrai sujet. On n'arrive pas à se mettre d'accord entre ministres. Il y a un vrai truc. OK, on fait remonter le sujet au niveau président, et là, on prendra une décision. Donc, en fait, c'est pour ça que je me suis permis d'appeler ça un peu en mode 1 ou 1 bis là, dans les slides que vous voyez, parce qu'en fait, c'est quand même la même chose globalement. C'est juste, ce ne sont pas exactement les mêmes qui siègent. D'un côté, il y a les chefs d'État et de gouvernement, et puis de l'autre, il y a des ministres qui soit sont capables de défricher le travail en amont, soit qui essayent de mettre, une fois que les chefs d'État sont tombés d'accord et que les chefs d'État ont dit, bon, alors ça va être comme ça politiquement, bon, bah, chacun se réunit pour dire, bon, bah, chez moi, dans mon domaine de compétences, qu'est-ce que ça veut dire pour moi concrètement? Et ça, il faut bien qu'on se retrouve, nous, pour pouvoir discuter entre ministres. Je vous dis, là, si je reprends l'exemple, bah, entre ministres de la pêche pour savoir comment est-ce qu'on va faire concrètement pour mettre ça en place. Voilà. Donc, le Conseil européen, c'est les chefs d'État et de gouvernement, c'est eux qui décident, c'est eux qui fixent l'ordre du jour, c'est eux qui disent de quoi on va parler. Et puis, il y a le Conseil de l'Union européenne, tout ça, c'est dans le même bâtiment. Et le Conseil de l'Union européenne, c'est donc les ministres qui se rencontrent pour discuter. Le Parlement européen, très vite, vous dire deux, trois choses peut-être un peu plus en particulier dessus. D'abord, vous dire qu'au départ, n'ayons pas peur des mots, le Parlement européen, c'était une vaste blague. Je vous l'ai dit dans les slides de départ, dès 1957, il y a déjà des discussions politiques et culturelles sur comment est-ce qu'on doit faire cette fameuse haute autorité et cette fameuse haute autorité supranationale et comment elle doit s'organiser. J'ai évidemment des États comme la France qui sont dans une forme de monarchie constitutionnelle et qui voient dans la légitimité politique d'un seul homme une forme d'organisation politique.
Et puis j'en ai d'autres qui sont dans une culture politique de démocratie parlementaire. Bon, eh ben, on a déjà eu un premier débat euh, très très vite, 1951, au moment de l'installation de la CECA, où en gros, les trois, le Benelux, donc je vous rappelle quand même, les trois États sur six, ça fait la moitié. Donc vous voyez déjà qu'on avait ces fameuses histoires de minorités de blocage qui avaient commencé, et ça, c'en est une très très belle illustration. Et en gros, le Benelux nous explique qu'eux, ils veulent un parlement quand même. Bon, alors les deux autres, enfin les trois autres en fait d'ailleurs, l'Allemagne, la France et l'Italie, ne voyaient pas forcément ça d'un bon œil. Eux, ils avaient plutôt une culture différente, en l'occurrence à ce moment-là en tout cas. En gros, là aussi je caricature parce que j'ai pas forcément encore 2 heures devant moi, mais en gros, mettre un parlement dans les institutions et sur le papier, j'ai envie de vous dire, mais bon, c'était surtout pour permettre au Benelux de signer l'accord et que, en fait, on puisse passer aux choses sérieuses après, quoi. Je veux dire, bon, c'est bon, on va mettre ça puisque vraiment tu le veux. Sauf que le Benelux y était vraiment très attaché parce que ça correspond à la culture politique majeure. Et donc, quand il s'agissait d'aller un peu plus loin, je vous l'ai dit, hein, le traité de 1957, traité de Rome, les traités de Rome vont plus loin, ils instaurent le nucléaire, etc., etc. Le Benelux est revenu à la charge en disant non, mais moi je veux bien. Mais par contre, à un moment donné, il va quand même falloir me dire comment est-ce qu'on va nommer les membres du Parlement européen. Parce qu'à l'époque, ce sont des délais, on envoie des gens. On envoie des gens, qu'ils soient de l'Assemblée nationale ou pas d'ailleurs, on envoie des gens dans ce fameux Parlement qui, très clairement, ne sert pas à grand-chose. Et donc, on dit en 1957, oui, oui, d'accord, le Benelux, OK, un jour ou l'autre, vous aurez des élections. Et ce n'est que 20 ans plus tard il y a un suffrage universel direct, là encore, sur pression politique. Mais on explique au Parlement, aux parlementaires, OK, alors OK, OK, vous êtes élus maintenant. Donc là, déjà, il y a un premier pas. Vous êtes élus, mais en fait, tout ce que vous dites, c'est que pour avis. Donc vous pouvez vous réunir autant que vous voulez, mais tout ce que vous déciderez ne sera que valable pour avis. Et ce n'est qu'en 2009, alors j'exagère un petit peu, mais je reste aussi là sur l'essentiel, hein. Ce n'est qu'en 2009 que le Parlement européen est effectivement dans la codécision. C'est-à-dire que là, je vous parle de triangle institutionnel depuis tout à l'heure. Il n'y a de réel triangle institutionnel que réellement depuis 2009. Et encore, c'est ce qu'on appelle la codécision sur procédure ordinaire. Bref, en gros, pour vous dire, la règle de base depuis 2009, c'est donc la codécision, c'est-à-dire que le Parlement européen amende les lois européennes au même titre que les États membres et que si ça doit sortir de ça, ça ne doit être que l'exception. Donc, il y a par exemple des politiques, hein, la politique fiscale, par exemple, etc., etc. Il y a des politiques qui restent du domaine des États membres. Et donc, ça, c'est des exceptions à la règle, puisque la règle de base devient, en 2009, la codécision. Mais, je vous le dis quand même, en passant, c'est pas pour autant qu'il a l'initiative législative. Donc, le triangle institutionnel, tout ça pour vous dire et faire le lien avec les slides précédents, il n'est pas non plus tout à fait terminé. C'est donc c'est très important d'avoir en tête que cette construction politique, elle est encore en cours et que le poids du Parlement européen est certes grandissant, vous le voyez, mais que son poids est malgré tout à l'échelle d'une construction politique telle que celle de l'Union européenne extrêmement récente. Ça fait en gros 15-20 ans, 15 ans en gros, ça fait 15 ans en gros, même pas d'ailleurs, ça fait 15 ans que le Parlement européen joue à moitié son rôle. Donc, faut bien se rendre compte aussi de ce que ça veut dire aujourd'hui du rôle de cette institution et du fait aussi, à un moment donné, il faut le dire, qu'elle a aussi besoin de temps, elle aussi, pour rentrer dans cette forme de maturité politique, dans un rapport de force avec les autres institutions, qui est toujours un peu compliqué parce que, en gros, le Parlement européen, c'est un peu c'est le petit dernier de la bande. Et donc, quand il s'agit d'aller s'énerver contre la Commission européenne ou le Conseil européen, c'est toujours un peu dur. Et vous pouvez penser que je suis un peu en train de rigoler ou un peu en train d'exagérer, mais pas du tout. Et donc, ça explique notamment euh, plein de débats, notamment par exemple autour de Manon Aubry, qui a fait aussi, honnêtement, Manon Aubry, et c'est un peu comme, si je vais oser ce parallèle, qui a été un petit peu comme Isabelle Thomas au Parlement européen, qui ont permis une forme, c'est pas une forme de rébellion, mais c'est une forme d'assurance
et d'assumer à ce que le Parlement européen joue son rôle, rien que son rôle, mais tout son rôle. Et par exemple, le Parlement européen a cette capacité euh, d'émettre des vétos. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce qu'on appelle, et là je vais passer, mais c'est juste pour illustrer mon propos. Pour illustrer mon propos, il y a plusieurs décisions au niveau européen qui se prennent avec avis conforme du Parlement européen. Jusqu'à présent, qu'est-ce que ça voulait dire, avis conforme du Parlement européen? Bah, on attend que le Parlement dise d'accord. Et en gros, pendant toutes ces années-là, ça a été de dire, bon, bah, on attend que le Parlement dise d'accord. Et puis quand il y avait des débats au niveau européen, et que le Parlement, on sentait bien qu'il n'était pas forcément toujours d'accord, bah, les deux autres allaient le voir en disant, non, mais attends, tu vas quand même pas bloquer toutes les institutions européennes pour ton truc, alors que toi, c'est juste un avis conforme. Dit autrement et de manière un peu vulgaire, tu ne veux pas nous faire chier avec nos politiques européennes un peu sérieuses, et parce que toi, tu es avec ton avis conforme, là. Donc, tu vas me faire ton avis conforme, et puis on avance, quoi. Sauf que, très honnêtement, je le dis parce que il se trouve que c'est moi qui anime cette formation et j'en suis convaincu intimement à titre personnel. Je pense qu'Isabelle Thomas fait partie des premières députées européennes génération donc, et on peut en être très très fier, qui, à l'échelle de l'Union européenne, a fait prendre conscience réellement que, en fait, un avis conforme, c'était un droit de veto. Et que ce droit de veto, donc, il fallait en tenir compte. Elle l'a fait, je vous dis, sur le budget européen, qui est la compétence la plus absolue de l'Union européenne, c'est le truc le plus majeur, on en parlera plus tard, et je vous invite vraiment à ce qu'on ait ce débat dans une autre formation, parce que sinon je vais vraiment croquer tout le temps, mais je vous le dis, Isabelle Thomas a eu, moi je pense, sincèrement, un poids politique absolument fondamental dans l'histoire de l'Union européenne et institutionnelle, parce qu'elle a fait comprendre que le Parlement européen avait un droit de veto sur le budget et que non seulement il allait l'exercer, c'est-à-dire qu'il allait dire non, c'est-à-dire que le budget qui est proposé par la Commission européenne et les États pour lequel le Parlement devait s'exprimer avec avis conforme, eh ben, elle a dit non. Elle était en charge du budget et elle a dit il n'y aura pas d'avis conforme. Et non seulement il n'y aura pas d'avis conforme, mais nous, on va vous expliquer ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de dire non, on se contente de dire qu'est-ce qu'il faut pour qu'on dise oui. Résultat des courses, pour vous la faire très courte, le Parlement européen s'est mis à proposer un budget européen. C'était du jamais vu. C'est pas du tout sa compétence. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait un avis conforme à donner. Et que Isabelle a dit, non, mais non seulement on va dire non, mais on va vous expliquer pourquoi on dit non. Et nous, on va reprendre votre budget ligne par ligne. Et on va vous dire, là, sur telle ligne, il faut plus 10%, plus de tant de millions, plus de X millions ici. Et on va refaire tout le budget. Et donc, en fait, ils se sont retrouvés à discuter d'égal à égal, finalement, avec le Conseil et la Commission, pour essayer de construire le nouveau budget européen. Honnêtement, c'était absolument majeur et du jamais vu dans l'histoire de l'Union européenne. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'elle a été élue députée européenne de l'année en commission économique. Voilà, je vous le dis parce que je pense qu'on a aussi de quoi être fiers de ça, nous, à Génération, et d'y avoir contribué, parce que je crois que c'est vraiment majeur. Parler rapidement de comment ça fonctionne maintenant, le Parlement européen. Pourquoi là aussi, c'est une institution essentielle et qui a son mode de fonctionnement tout à fait particulier. En gros, vous vous rendez compte là sur le dessin, le but, c'est vraiment de vous expliquer les grands modes de fonctionnement, hein. Vous vous rendez compte sur le dessin que personne n'a la majorité. Et que non seulement ça, mais que vous voyez que le Parlement, il est organisé par groupe politique. Et c'est ça au Parlement qui fait toute la différence. Au Parlement européen, votre nationalité, elle compte un petit peu, mais ce n'est pas comme ça que le Parlement européen fonctionne. Le Parlement européen fonctionne par accord politique. Mais finalement, c'est très logique, puisque le Parlement européen, vous l'avez compris, j'espère maintenant, le Parlement européen est lui-même, il est le produit de cette vision des néo-fonctionnalistes qui disent qu'il faut intégrer des politiques de plus en plus. C'est bien ça, puisque là, il n'y a pas l'intérêt des États membres au Parlement européen. Au Parlement européen, c'est le peuple. Donc, vous vous rendez bien compte que du coup, il faut bien qu'on parle des sujets politiques. S'il faut qu'on parle des sujets politiques, à ce moment-là, c'est par groupe qu'on s'organise. Et le Parlement européen, contrairement donc aux États, bah, c'est la couleur politique des uns et des autres qui compte. Évidemment, les États, le poids relatif aussi, puisque quand je suis la France ou l'Allemagne, j'en vois plus de députés que Malte. Mais enfin, quoique, encore à la proportionnelle, Malte, on en voit plus. Enfin, bon, peu importe. En tout cas, dans le nombre, en termes absolus, j'en ai beaucoup plus. Bon. On se rend bien compte, du coup, qu'au Parlement européen, contrairement à ailleurs, c'est donc les couleurs politiques, c'est les majorités politiques qui font la différence. Et là, cette année, enfin, sur la mandature qui s'achève là, c'est la première fois que, y compris les deux groupes politiques les plus importants
s'ils s'allient, n'ont pas la majorité. Avant, on avait ce qu'on appelait je ne sais plus comment ça s'appelait, la grande coalition. Voilà. La grande coalition, c'était en général, parce que le EPP, c'est en gros les conservateurs, en gros, pour vous la faire court, l'équivalent des républicains au niveau européen, et les SND. Alors, les SND au niveau européen, c'est un mix qui va de, j'ai envie de vous dire, la branche Cazeneuve du Parti socialiste jusqu'à les générations de l'époque, c'est-à-dire Isabelle Thomas, etc. Donc une frange qui peut aller quand même très à gauche. Donc en gros, on a quand même une sorte d'arc-en-ciel politique dans ce SND là, qui s'appelle les sociaux et démocrates, SND, mais qui est lui-même divisé en plein de tendances politiques. Et donc il y a des rapports de force en interne dans ces groupes politiques, mais je vous passe là encore les détails. Euh, J'ai pas mis Renew en jaune parce que c'est sa couleur officielle au niveau européen, c'est pas moi qui ai décidé. SND, et donc après, j'aurais pu vous parler aussi des différentes discussions au sein des groupes politiques, mais encore une fois, je me contente de vous expliquer les grandes dynamiques. Donc, c'est la première fois qu'on a la fin de ce qu'on appelle la grande coalition, c'est-à-dire qu'en fait, il suffisait à ce qu'il y ait deux groupes politiques qui s'entendent, c'est-à-dire en fait très concrètement deux présidents de groupe qui s'entendent, pour que en fait, il y ait des textes qui passent. Et pendant des années, ça a fonctionné comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en fout de ce qu'il y a dans les autres groupes, pour être très clair. À partir du moment où on se met d'accord pour que ça fonctionne comme ça, en fait, il y avait systématiquement une majorité. Et par exemple, la présidence du Parlement européen en est le parfait exemple. C'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord, à l'époque c'était ça, alors peut-être que ça sera ça le prochain débat, un des débats possibles au niveau institutionnel, parce que chaque élection européenne porte son lot de débats institutionnels, mais jusqu'à présent, en gros, la présidence du Parlement européen, elle se fait de mi-mandat à mi-mandat, c'est-à-dire qu'en gros, pendant une partie du mandat, on donne la présidence au premier groupe, et la deuxième partie du mandat, on donne la présidence au deuxième groupe. Ça a fonctionné comme ça pour plein d'accords politiques pendant des années. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça, vous vous rendez bien compte avec l'accord politique, avec la répartition politique qui existe, mais il y a encore ce poids-là qui n'est pas négligeable parce que, mine de rien, avoir la présidence du Parlement européen, c'est quand même pas rien. Vous voyez donc aussi, de fait, le poids relatif des États. Alors, je dis relatif dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que évidemment, vous comprenez qu'ils ne sont pas essentiels dans le jeu politique européen, du Parlement en tout cas. En revanche, ils sont essentiels au sein des groupes politiques. Donc c'est relatif quand même, parce qu'il y a quand même une certaine forme d'importance. Par exemple, je vous prends un exemple très concret. Imaginons qu'il y a union aux prochaines élections européennes, et qu'aux prochaines élections européennes, du coup, on envoie une majorité de nos députés, et on crée un groupe NUPES au Parlement européen. Et bien, si on va dans un des groupes politiques et qu'on dit à nous, en fait, entre nous déjà, on fait la majorité du groupe, et vous comprenez que si vous avez la majorité dans un des groupes les plus importants du Parlement européen, votre poids relatif devient énorme. Parce que si vous avez la majorité, vous êtes en alliance pour avoir la majorité dans un des plus gros groupes du Parlement européen, vous êtes en mesure de faire balancer des accords politiques au niveau de toute l'Europe. Donc, le fait de savoir comment vous vous organisez au sein de vos groupes et quel genre d'alliance est-ce que je suis capable de passer, non seulement entre tendances politiques, puisque vous avez compris, chaque groupe politique a des tendances politiques différentes. Je vous ai dit, le SND, c'est très large. Quand on regarde le groupe de la GUE, qui est le groupe des 38 tout en bas, dans lequel siège en France la France insoumise, vous avez là-dedans des gens comme Manon Aubry qui sont très pro-européens et qui se battent pour une construction européenne très à gauche, mais vous avez aussi des anti-européens là-dedans. De même sorte que chez les Verts, vous avez des Verts comme les Verts de chez nous, en tout cas une grosse partie des Verts de chez nous, qui sont clairement de gauche revendiqués et assumés. Et puis j'ai les Grünen, qui par exemple sont les Verts allemands, qui en proportion est la délégation qui pèse le plus au sein de ce groupe, qui elle a une tendance plutôt libérale. Et donc vous voyez bien que le fait d'avoir la plus grosse tendance dans leur groupe, ça leur donne un poids relatif tout à fait important. Voilà. Donc, ça vous explique aussi, j'espère que c'est assez clair, ça vous explique non seulement le poids des groupes, le poids relatif des États et la culture du compromis, parce qu'aujourd'hui, puisque je n'ai plus de majorité, même à deux, je suis obligé d'avoir un accord au moins à trois, voire plus des fois. Donc, il y a une culture politique au niveau européen basée sur ce poids des groupes et sur la culture du compromis qui fait que, évidemment, on se rend compte du poids
et en tout cas de la manière de fonctionner très très particulière du Parlement européen. Là encore, à votre disposition pour rentrer dans les détails, et l'idée c'était vraiment l'idée c'était vraiment d'aller sur l'essentiel. Très très rapidement, juste pour vous donner quelques exemples de débats un peu fondamentaux à l'échelle de l'Union européenne. Il faut quand même comprendre qu'une fois qu'on a dit ça, il y a aussi des principes qui régissent un petit peu la politique européenne. Et encore une fois, je vous propose d'aller très vite, mais au moins de vous expliquer la base. Vraiment, la grosse base, c'est d'abord de comprendre le principe de subsidiarité. Comment fonctionne en gros le droit européen? Le droit européen fait que non seulement, évidemment, j'ai une répartition par compétence, mais j'ai aussi la notion de se dire il faut que ne soit traité au niveau européen que ce qui ne peut que ce qui est le plus efficacement traité au niveau européen. C'est-à-dire que l'Union européenne n'a pas vocation à tout gérer. Et que même dans la vision de celles et ceux qui ont cette vision, on va dire, néo-fonctionnaliste de toujours vouloir agrémenter une politique de plus, c'est pas pour tout traiter, c'est pour le traiter de la manière la plus efficace possible. Alors, ce serait intéressant d'en parler en termes d'analyse de politique publique sur l'efficacité des politiques européennes. Toujours est-il que la subsidiarité, c'est vraiment essentiel à comprendre. Deuxième chose qui est absolument vitale à comprendre, c'est la notion de proportionnalité. C'est-à-dire que je dois en permanence prouver, ou en tout cas attacher à montrer, que les politiques européennes sont non seulement adaptées, c'est-à-dire en gros, je ne suis pas en train de prendre un bazooka pour tuer la mouche, mais que non seulement ça, mais j'ai vraiment besoin de tuer la mouche et que c'est nécessaire de faire quelque chose. Et en plus de ça, je suis aussi obligé de montrer que en utilisant un bazooka pour tuer la mouche, je ne suis pas non plus en train de détruire la maison du voisin. Et que du coup, je n'exerce pas une contrainte tout à fait inadaptée sur l'individu et sa façon et sa capacité à pouvoir vivre. Parce que concrètement, on pourrait quand même vivre avec une mouche. Et que là, pour le coup, ça serait peut-être une contrainte un tout petit peu excessive. Vous voyez donc aussi, de par ces notions qui sont évidemment tout à fait relatives, même si mises ensemble, et quand tu la colles à l'idée de la subsidiarité, on commence quand même à comprendre la philosophie politique et l'esprit politique des politiques publiques européennes. On se rend compte aussi de l'importance de la Cour de justice de l'Union européenne, et j'y reviendrai tout à l'heure. Enfin, deux principes juridiques de base, je vous le dis, qui n'apparaissent pas dans les traités, mais qui sont justement le produit de la Cour de justice, c'est la primauté du droit. La primauté du droit européen, ça veut dire, et je ne rentrerai pas dans des débats institutionnels ou constitutionnalistes au niveau français, mais enfin, ça veut quand même dire en gros que le droit européen prime sur les droits nationaux, y compris la Constitution française. Voilà. Ce n'est pas écrit dans les traités, mais en gros, si on veut qu'il y ait des règles européennes communes, si ça ne fonctionne pas comme ça ne peut pas fonctionner, et c'est la Cour de justice européenne qui le dit. Et puis, il y a un effet qu'on appelle direct, qui est essentiel, et c'est là aussi où c'est absolument fondamental de bien avoir ça en tête, c'est en gros, ce n'est pas qu'un traité entre États. Les traités européens sont plus que des traités entre États, ils ont cette fonction presque constitutionnelle qui est qu'ils s'appliquent également aux individus. Non seulement ils s'impliquent aux individus, ils s'impliquent aux États dans leurs relations entre eux, ils s'appliquent aux États avec la relation avec l'organe supranational, ils s'imposent aussi dans les relations entre États et individus, c'est le droit vertical, mais aussi l'effet horizontal, c'est-à-dire entre individus eux-mêmes. Si en gros je ne suis pas d'accord avec un de mes collègues et que j'estime que j'ai mon voisin qui m'emmerde et que ce qu'il fait va contre le droit européen, je peux y aller. Et c'est pour ça d'ailleurs que le droit européen intervient en bout de chaîne. Il y a aussi les questions prioritaires de constitutionnalité qui ne s'appellent pas tout à fait comme ça, mais ça existe aussi. Là encore, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais en tout cas, vous dire que les deux grands principes quand même un tout petit peu structurants et fondamentaux, c'est la primauté et l'effet direct, qui ne sont pas inscrites dans les traités, contrairement aux deux autres, à la subsidiarité et à la proportionnalité. Vous vous rendez bien compte de ce fait qu'il y a une notion très politique aussi dans le projet européen et que ça ne peut pas être que les marchés, mais qu'il y a aussi la Cour de justice, et c'est mon dernier slide, la Cour de justice de l'Union européenne, qui elle-même a participé fondamentalement à la construction politique du projet, parce elle rend évidemment des jugements selon la lettre des traités, mais elle a très explicitement dans ses prérogatives le fait de préserver l'esprit des traités communautaires. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que du coup, elle a expliqué plusieurs choses, comme l'effet direct en 1963. L'effet direct, en gros, c'est de dire, ça n'est pas qu'un traité entre États, ça, c'était écrit nulle part. C'est fondamental. C'est l'arrêt Van Genenlos. C'est écrit là, on pourra en reparler si ça vous intéresse. Mais c'est aussi le droit social. Par exemple, en 1976, l'arrêt Defrene contre Sabena, c'est quoi en gros? C'est
Bon, bref, non, je vais passer parce que si je commence à vous raconter l'histoire du truc, ça va être long. Toujours est-il, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que la Cour de justice européenne, vous avez un triangle institutionnel, c'est d'accord, mais vous avez en dehors de ce triangle institutionnel la Cour de justice. Et dans le droit européen, la Cour de justice, elle est fondamentale. Elle a permis des avancées sociales, mais elle a aussi permis des avancées politiques majeures, parce que la Cour de justice, finalement, elle défend quoi? Elle défend trois choses. Elle défend les libertés individuelles et sociales. Elle défend l'esprit des traités, c'est-à-dire la vision politique voulue par les traités, et en même temps le droit selon la lettre, c'est-à-dire quand même ce qu'il y a d'écrit. Et donc, son rôle est tout à fait unique là aussi dans tout ce qu'on peut connaître d'intergouvernemental ou de traités, on va dire, internationaux classiques. Bon, je vous ai bien expliqué les débats de légitimité entre intergouvernementalistes et néo-fonctionnalistes, et puis je vous dirai juste deux mots pour conclure sur l'importance évidente d'une notion, puisqu'on est sur une construction politique unique, de la notion de déficit démocratique. Et je vous propose qu'on en reparle peut-être dans les questions si vous avez des choses à dire ou si vous avez des questions là-dessus. Et puis vous dire que du coup, on pourra peut-être, une fois qu'on a vu ça, d'abord, vous, que vous puissiez me dire aussi si ça vous plaît, si ça vous va, si ça vous intéresse. Ça, c'est quand même la première chose, parce que c'est pas le tout que je parle, mais il faut encore que ça ait du sens et que ça vous intéresse. Et puis vous dire qu'on prolongera la discussion plus tard pour celles et ceux qui le souhaiteront. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire dans les temps à peu près impartis, si on considère, chère Anne-Flore, qu'on a commencé avec un petit peu de retard et que du coup, en gros, on est à 1 heure et un peu moins d'1 heure. Et donc, à votre disposition pour répondre à vos questions. Oui, Alors, l'essentiel, c'est d'aller au bout de la présentation qui était fort intéressante. Moi, je peux regarder aussi les questions. Qui veut prendre la parole? et puis déjà me dire aussi si ça vous intéresse, si c'était cool, si c'était chiant, si c'était, franchement, je ne prends rien de mal, mais le but c'est aussi que ça vous intéresse et ou éventuellement de préciser les propos s'il y a lieu. Voilà. Ou bien alors tout le monde a déconnecté, je ne sais plus. Je ne sais pas. Ça se trouve, il n'y a plus personne en fait. Ils ont tous Si, laissé si, leur. tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Alors, Anne, Non, moi je voulais surtout féliciter Tuck parce que j'ai eu des centaines de cours sur l'Europe et plus de stages à la Commission européenne. Et franchement, bon, je suis venue un peu par solidarité en me disant c'est normal de venir parce que je remercie aussi bien Anne-Fleur que Tuck de cette initiative. Mais moi j'ai trouvé ça passionnant. Et pourtant j'en ai bouffé, hein, y compris du droit européen, énormément. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment, je voulais te féliciter de ta capacité à rendre ce sujet qui est pas simple, qui est complexe, de le rendre tout à fait intéressant, pédagogique et voilà, et faire ressortir tout ce qui est important, c'est-à-dire aller bien au-delà du fonctionnement et de l'institutionnel et de l'historique, mais voir tous les enjeux qu'il y a derrière. Je pense que c'est là-dessus, ça a été, je trouve, parfait. Bah écoute, Anne, je vais pas verser dans le larmoyant, mais pour plein de raisons, je suis très très touché par ton commentaire. Et je te remercie infiniment. Ouais, ça me parle beaucoup. Merci à toi. Corinne. Oui, donc moi, exactement l'inverse de Anne. Si tu veux, j'ai jamais été en formation sur l'Europe. L'Europe est un sujet qui me plaît comme tout citoyen qui s'intéresse à la politique. J'ai appris énormément. Merci pour j'en ai écrit plein, des tonnes. Merci beaucoup, beaucoup. Il va falloir que je digère. Je t'enverrai certainement des questions quand j'aurai fini de digérer tout ça. Mais c'était hyper intéressant et j'ai hâte de voir la prochaine formation, hein. Sérieusement. Bravo, en tout cas, j'en ferai la publicité auprès des copains de l'Essonne. Bah, merci beaucoup, Corinne, c'est très sympa. Et puis oui, vraiment, n'hésitez pas à transmettre. Alors, je sais pas à qui, je pense que c'est Anne-Flore peut-être, ou même à mm, moi, si vous souhaitez, mais n'hésitez pas à transmettre vos questions. Encore une fois, je vous le dis avec beaucoup d'humilité, mais de sincérité, j'ai peut-être pas là tout de suite toutes les réponses, mais je vous garantis par contre un truc, c'est que je m'engage très très sérieusement et sincèrement à ce que de toute façon une réponse vous parle. Voilà. Et mais merci beaucoup, Corinne. Sophie. Oui, bonjour. Du coup, on a vu qu'en fait, l'évolution du rôle du Parlement, ça a été en fait porté par certaines personnalités.
Et du coup, c'est quoi la prochaine marche pour que le Parlement européen y prenne vraiment toute sa place? Est-ce qu'on a encore besoin d'attendre une nouvelle Isabelle Thomas ou Martine Aubry, pardon, Arnaud Aubry, ou est-ce qu'on peut faire les choses différemment sans attendre la fin providentielle? Alors, ta question, elle est fondamentale. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'on est au cœur du droit européen. On est au cœur du droit européen parce que le droit européen, ça a toujours fonctionné comme ça. Le droit, je me rappelle d'Isabelle Thomas quand elle est arrivée. Au départ, elle était extrêmement frustrée parce qu'elle se dit, mais en fait, à chaque fois qu'on arrive ici, on est obligé de faire des compromis et on s'en sort jamais, on n'obtient jamais ce qu'on veut. Mais en fait, elle a fini par bien se marrer, je pense quand même, la connaissant Isabelle, c'est qu'en fait, c'est aussi le terrain le plus sympa pour les rapports de force politique. C'est-à-dire que dans le droit européen, ce qui n'est pas interdit est donc possible. Et donc, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on peut avoir pour le Parlement européen? On peut faire plein de trucs. Vous voyez là, par exemple, je vous ai donné l'exemple du budget européen et de ce qu'avait fait Isabelle, qui, à mon avis, à moi, et ça n'engage que moi, mais j'assume, à mon sens, est absolument fondamental dans l'histoire de l'Union européenne. Et vraiment, je pense tout ce que je dis. Eh bien, j'ai envie de te dire, Sophie, il peut s'en passer encore. C'est-à-dire que le Parlement européen pourrait très bien dire, bah écoute, moi c'est simple, maintenant il n'y a plus de budget européen sans que je sois d'accord. Parce qu'en fait, c'est un droit de veto que j'ai. Parce qu'il faut bien comprendre que si je m'arrête juste à la lecture institutionnelle, Sophie, bah en fait, c'est un peu la merde, hein, pour être très clair, parce que concrètement, le droit institutionnel, il faut changer les traités. C'est pas facile de changer les traités, il faut que les États membres les signent, etc., etc. C'est d'une lourdeur totale, et qu'à ce moment-là, c'est pas demain la veille qu'on aura des changements si on se contente de lire les traités et de faire exactement ce qu'ils nous disent. En revanche, ce qu'il faut commencer à regarder, c'est comment faire ce qu'ils ne disent pas, ou là où ils nous permettent de dire ou de faire. Par exemple, un exemple qui, moi, à mon avis, sur lequel on doit pouvoir progresser, mais je pense très très sincèrement que c'est qu'une question, vous savez, on dit souvent que le Parlement européen n'est qu'un jeune garçon dans ce traité institutionnel et qu'il est encore très jeune, pour les raisons que j'ai essayé de vous expliquer, c'est-à-dire qu'il n'est vraiment dans le jeu politique que depuis 2009 et que malgré tout, c'est quand même assez normal qu'il y ait une forme de maturation politique. Bon. Mais moi, par exemple, je vous l'ai dit, je pense vous l'avoir fait passer un petit peu en subliminal tout à l'heure, c'est vous dire qu'il n'a pas l'initiative législative. C'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Parlement européen peut faire un rapport d'initiative, ça s'appelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement un rapport d'initiative? Et excusez-moi, je vais être encore un petit peu vulgaire peut-être, mais en tout cas trivial. Ça veut dire, bon, c'est un truc que les mecs pensent, mais tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, concrètement, tu fais un rapport d'initiative, c'est bien, mais ça n'a aucune espèce de valeur institutionnelle. En revanche, et c'est là où je pense que ça peut très vite devenir fondamental, c'est que ça peut avoir un poids politique majeur. Si les groupes politiques et que le Parlement européen devient solidaire devient solidaire des rapports d'initiative qui sont pris. Je vous prends un exemple. Imaginez que demain, il y ait, par exemple, une majorité du Parlement européen qui dise, voilà, il faudrait faire un truc sur les droits sociaux. Et qu'on dise, de toute façon, les gars, c'est clair, il n'y aura pas de budget européen s'il n'y a pas le rapport sur les droits sociaux. Et que je dis à la Commission européenne, en fait, c'est simple, moi, je ne voterai jamais ton budget tant que tu ne mets pas à l'ordre du jour, et je vais voir les chefs d'État et je leur dis, tant que vous ne mettez pas à l'ordre du jour les droits sociaux, moi, je ne vote pas. Donc, il faudra assumer. Il faudra assumer politiquement, par exemple, de bloquer. Mais à un moment donné, on rentre dans ce fameux jeu politique dont j'essayais de parler tout à l'heure, qui est un rapport de force, chacun avec sa légitimité et chacun avec son rôle, chacun à sa place. Mais à un moment donné, pour le moment, on n'a pas ce rapport de force réel. On a un Parlement européen qui prend de plus en plus de place et qui devient de plus en plus important dans le jeu institutionnel, certes, mais on n'est pas encore arrivé au moment où ça frotte. Ça frotte pas beaucoup. Je veux dire, Manon Aubry a eu ce cran et ce courage politique, je dirais, et cette force politique, par exemple, de faire frotter, elle, quand elle a dit, moi, par exemple, ça sera veto sur tel et tel commissaire. Elle a commencé. Et elle l'a dit, et elle a tenu sa ligne. Et ça a permis justement au Parlement européen d'exister dans le débat. Là, il y a eu frottement. Là, il y a eu un vrai frottement. Mais il n'y en a pas beaucoup quand même, globalement. Et on pourrait quand même, si on avait une majorité politique lourde et forte et qui s'assume, on pourrait très bien mettre des gros sujets politiques à l'ordre du jour et en disant, bah voilà, moi je vais bloquer. M'en fous, c'est pas le même rapport. OK, le budget n'a rien à voir avec ça. OK, mais moi je décide que ça passera pas si j'ai pas ça. Point.
Voilà. Donc, pour te répondre de manière plus tranchée, Sophie, d'un côté, oui, je peux toujours attendre que les traités changent. Oui, c'est vrai, mais je pense que de ce point de vue-là, on peut toujours attendre. Et si on attend ça, c'est pas demain la veille, pour te répondre clairement. En revanche, je pense qu'il faut avoir bien en tête de comment fonctionne le rapport de force politique au niveau européen. Et de ce point de vue-là, j'ai envie de te dire, au contraire, il faut des députés européens qui portent une vraie vision, qui aient le courage politique, qui représentent quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont, de par leur parcours personnel ou de par leur force personnelle, par exemple, Manon Aubry à Oxfam, elle a cette légitimité-là quand elle arrive, à la base, je rappelle quand même. Et qu'elle a la légitimité de parler, par exemple, de la fraude fiscale, etc., etc. Donc, de par le parcours des uns et des autres, de par les convictions politiques des uns et des autres, de par la capacité des uns et des autres à bien connaître le mécanisme, on n'a pas forcément besoin d'une star, on a besoin de gens qui soient capables de peser et qui aient des convictions suffisamment fortes et surtout qui aient leur convictions politiques suffisamment ancrées pour faire avancer des débats les uns après les autres. Et ça, c'est tout à fait possible et ça dépend tout à fait de qui est-ce qu'on envoie en gros à Bruxelles lors de la prochaine mandature. Et de ce point de vue-là, effectivement, si on arrivait à faire l'union, eh ben, vous comprenez de fait que le poids politique des uns et des autres serait d'autant plus intéressant. Merci beaucoup, Tug. C'était super intéressant, très très clair. Je pense que ça nous a bien refixé et redonné les bases pour la suite. Et Merci. puis, on vous remercie tous de vous être connectés un dimanche en fin de journée. Ouais, Merci à tous. merci, merci à tout le monde de vous être connecté. Franchement, ça m'a fait plaisir et j'espère vraiment que ça vous a été utile. Et merci donc à Anne-Flore, à Marie-Laurence, à toute Génération et y compris aussi à Anne pour le soutien et l'accompagnement. Voilà. Merci à tout le monde. Je vous souhaite un excellent dimanche soir.